Ils m'ont laissé là, seul, sous la pluie fine, devant un hôtel de campagne que je ne connaissais pas, à 30 kilomètres de Bordeaux. Pas de téléphone, pas de papier, pas d'argent, juste un sac à main vide, un manteau humide et cette phrase qui résonnait encore dans ma tête, « Maman, ce n'est que pour une nuit, tout le temps de faire des travaux dans la salle de bain. » Je m'appelle Marguerite Dubois, j'ai 74 ans. Je suis boulangère retraitée et j'ai passé toute ma vie à servir les autres. Des tartes aux pommes pour les anniversaires, des pains au chocolat pour les écoliers et des brioches moelleuses pour les dimanches en famille. Mais ce soir-là, devant cet hôtel désert, j'ai compris une chose terrifiante. Mon propre fils venait de m'abandonner. Comme on se débarrasse d'un meuble encombrant, le réceptionniste m'avait regardé avec gêne. « Vous partez ce matin ?» J'avais hoché la tête, confuse. Il n'y avait plus de réservation à mon nom. Mon téléphone disparu. Mon portefeuille vide. J'ai demandé à emprunter leur ligne fixe. J'ai composé le numéro d'André. Un fois, deux fois, trois fois. À chaque fois, chanson night, puis ça coupait, aucune réponse. Et à cet instant précis, mon cœur s'est resserré. Si wasn't pas un oubli. C'était prémédité. Je suis sortie. La pluie mouillait mes cheveux. Je me suis assise sur un banc, incapable de bouger. J'ai regardé les gouttes glisser sur mes mains ridées. Ces mains qui avaient autrefois nourri une famille entière. Comment ai-je pu en arriver là? Je me suis souvenue de la veille, André et Claire, ma belle-fille, avaient été étonnamment chaleureux. Claire m'avait offert un café. André avait pris ma valise. Juste une nuit, maman, promise. Ils avaient souri comme s'ils m'aimaient encore. Et moi, vieille idiote, je les ai crus, mais le lendemain, plus rien, portes closes, téléphones éteints, et la réception m'apprenant d'un ton neutre, votre chambre n'a pas été prolongée, j'étais devenue une étrangère, même aux yeux des inconnus. Le plus dur, c'était pas la pluie, ce n'était pas le froid, c'était ce sentiment de vide, le vertige de n'être plus utile, d'avoir été effacé. Je repensais à tout ce que j'avais donné. Mandé Marie-Henry, paix à son âme, était mort jeune. J'avais élevé André seul, 2 emplois, des nuits blanches à préparer des fournais, des économies mises de côté pour son avenir, et chest lui, mon propre fils, qui m'avait mise à la rue, mais je ne suis pas femme à me laisser briser, pas même par mon sang. À cet instant, assise là, trempée, humiliée, le cœur broyé, j'ai fait une promesse silencieuse. Je vais me relever, je vais comprendre, et je vais récupérer ce qu'ils m'ont volé, pas seulement ma maison, mais ma dignité. Je suis Marguerite Dubois, je suis boulangère, et ce que je prépare le mieux, c'est la revanche patiente, on précise, et bien dorée. Avant d'être la vieille femme que mon fils a jugée bonne à jeter, j'étais la Marguerite de la rue Saint-André, la boulangère au tablier taché de farine, celle qui connaissait le prénom des enfants du quartier, leurs allergies, leurs petits secrets, et mon monde tournait autour d'un four à bois, d'un comptoir en marbre et d'une vieille radio
qui diffusait toujours la même station classique, Pâtisserie Lumière. C'était le nom de mon petit coin de paradis, dans une ruelle de Bordeaux, où l'odeur du pain chaud flottait du matin jusqu'au crépuscule. En lui, mon mari l'avait ouverte avec moi, mais après sa mort soudaine, j'avais continué seule. J'avais alors 47 ans, un enfant de 13 ans, des dettes à la banque et la peur au ventre. Pourtant, je n'ai jamais fermé boutique. J'ai travaillé sans relâche. Je faisais cuire les premières fournées à 4 heures du matin, servais les clients avec le sourire à 7 heures, puis partais faire des ménages l'après-midi pour compléter les revenus. Les nuits étaient courtes, les douleurs nombreuses, mais je n'ai jamais manqué un anniversaire d'André, jamais oublié une chemise à repasser pour ses concours, ni une visite à l'école. Ma clientèle, elle, était fidèle. Il y avait Madame Rousseau qui ne jurait que par mes tartelettes aux figues, les jumeaux Léo et Léa, toujours émerveillés devant les macarons colorés, et les prêtres de l'église Saint-Michel qui passaient chaque vendredi chercher leurs pains spéciaux. C'est aussi là-bas, dans cette petite église de pierre, que j'ai commencé à donner des ateliers gratuits de pâtisserie pour les veuves, les jeunes mamans isolées, les enfants défavorisés, pas pour la gloire, juste pour partager un peu de douceur. Quand j'ai pris ma retraite à 68 ans, après 52 années de labeur, j'ai vendu la boutique à un jeune couple prometteur, à un prix modique. Je voulais que l'âme du lieu perdure. En échange, j'ai gardé la recette de la brioche à l'orange, mon trésor, mon secret. Je suis retournée vivre dans la maison familiale, celle que Henri et moi avions achetée en 1984. Une petite bâtisse en pierre blonde, avec des volets verts, un potager à l'arrière et une terrasse envahie de jasmin. J'ai planté des herbes, rénové la cuisine et ouvert un blog culinaire pour partager mes recettes de grand-mère avec le monde. André, à ce moment-là, venait de divorcer. Il a emménagé temporairement avec Claire, sa nouvelle compagne, dans un appartement loué. Il venait souvent dîner à la maison. Claire parlait de rénover, d'investir, d'optimiser mon patrimoine. André, lui, et me regardait encore avec ce mélange d'affection et de fatigue, comme si ma présence était une dette qu'il devait honorer. Je n'ai pas vu venir la manipulation, ou peut-être que je n'ai pas voulu voir. Je pensais que mon fils m'aimait et que tous les sacrifices, les nuits de travail et les gâteaux préparés avec amour avaient forgé un lien inaltérable. J'avais start. Avec le temps, j'ai commencé à leur laisser plus de responsabilités. Claire m'a proposé de simplifier ma vie en gérant mes comptes. André s'est occupé des papiers de la maison, de m'aider avec les impôts. Ils m'ont parlé de mise à jour de cadastre, de modernisation de l'acte de propriété. Je ne comprenais pas tout, mais je leur faisais confiance. Pourquoi aurais-je douté? C'était mon fils, c'était la femme qui l'aimait. Je n'avais pas idée qu'en signant quelques documents, souvent sous le coup de la fatigue ou d'une conversation pressée, je signais l'abandon de tout ce que j'avais construit. Et puis un jour, ils m'ont proposé cette nuit à l'hôtel
le temps de refaire la salle de bain. Une attention charmante, pensais-je. Claire avait même réservé le taxi. André a porté ma valise. Ils m'ont embrassée. J'ai quitté ma maison avec confiance. Je ne savais pas encore que je ne la reverrais plus. La nuit à l'hôtel n'avait rien d'un séjour agréable. La chambre sentait l'humidité. Les draps étaient rêches. Et l'eau de la douche coulait en un mince filet tiède. Mais je ne me suis pas plainte. J'ai pensé à ma maison, à mon jardin, à la tarte que je voulais préparer en rentrant. J'ai regardé la télévision un moment, puis je me suis endormie en me disant que le lendemain, tout redeviendrait normal. Mais au matin, tout avait changé. Je me suis habillée, j'ai préparé ma valise et j'ai appelé André répondeur. J'ai essayé Claire, rien. J'ai attendu 1 heure, puis, un peu inquiète, j'ai demandé à la réception si quelqu'un était venu me chercher. Le réceptionniste, Zener, m'a dit que ma chambre avait été réglée pour une seule nuit et qu'il devait la libérer. Je n'avais ni portefeuille, ni carte bleue, ni téléphone. Tout était resté dans le sac que André avait gardé en sécurité. Sous une pluie fine, j'ai quitté l'hôtel avec une simple écharpe et mon carnet de recettes sous le bras et le cœur battant. J'ai pris le bus jusqu'à mon quartier. Mais en arrivant devant la maison, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Les volets étaient clos, ma clématite avait été arrachée et surtout, la serrure avait été changée, la clé ne tournait plus. J'ai frappé à la porte, personne. J'ai appelé à travers la boîte aux lettres. Rien, finalement, c'est Madame Perrine. La voisine qui m'a aperçue et s'est approchée, Marguerite, mais je croyais que vous étiez partie en maison de retraite. Claire nous a dit que vous aviez tout organisé avant-hier. Je suis restée figée. Le mot retraite m'a donné un coup à l'estomac. Je n'avais rien signé, rien demandé, rien accepté. Ma maison, mon refuge, mon histoire, confisquée, effacée, falsifiée. J'ai marché jusqu'à l'église, les jambes lourdes comme du plomb, et j'ai frappé chez Agnès, mon amie d'enfance, ma confidente depuis les jours de communion. Elle m'a accueillie sans poser de questions, m'a tendu une couverture et du thé et m'a laissé pleurer en silence pendant des heures. C'est là, dans sa petite cuisine fleurie, que j'ai commencé à reconstituer les morceaux. J'ai fouillé dans mes souvenirs récents, les documents signés à la hâte, les rendez-vous bancaires où je laissais Claire parler pour moi, les fois où André m'avait demandé de confirmer par écrit certaines décisions pour les formaliser. Tout prenait soudain un sens terrifiant. Agnès m'a aidé à contacter la banque. Là, j'ai rencontré Eric, un jeune conseiller à lunettes qui m'a tout de suite regardé avec un mélange de respect et de suspicion. Il a retrouvé les opérations récentes, un transfert de propriété, une procuration déposée au nom de Claire, des retraits inhabituels et surtout un changement de bénéficiaire principal sur mon assurance vie. Quand je lui ai dit que je n'avais jamais signé cela en toute connaissance de cause, il a parlé. Madame Dubois, je crois que vous êtes victime d'un abus de faiblesse. Les jours suivants furent un tourbillon de rendez-vous, de lettres commandées, de témoignages. J'ai contacté un notaire, maître Dominique Lefebvre,
qui a commencé à éplucher les actes, puis avocate Laurée Terreno, spécialiste des affaires familiales. Ensemble, nous avons monté un dossier témoignages de voisins, analyse graphologique, relevé bancaire. Tout pointait dans la même direction. Claire avait profité de ma confiance et de mon âge pour mettre la main sur mes biens, et André, mon propre fils, avait laissé faire. Prior, il avait tout orchestré. La trahison me brûlait de l'intérieur. Je passais mes soirées à relire mes vieilles recettes, incapable de dormir. Le seul endroit où je trouvais du réconfort, c'était la cuisine d'Agnès, où je pétrissais le pain à l'aube, comme pour reprendre possession de mes gestes. De mon identité, la pâte ne m'ont jamais, me disait Henri, si elle est maltraitée, elle le montre, mais avec patience et chaleur, elle reprend vie. Moi aussi, je comptais reprendre vie, pas pour me venger, mais pour rétablir ce qui m'avait été volé, ma dignité. Je me réveillais chaque matin avant le lever du soleil, les mains déjà couvertes de farine. Agnès m'avait laissé la cuisine comme un sanctuaire. Je pétrissais, je beurrais mes moules comme si c'était mon âme que je réparais. Mais en silence, j'armais aussi ma défense. Eric, le jeune banquier, avait déclenché un signal d'alerte. Il m'a mise en contact avec le service juridique de la banque qui a ouvert une enquête interne sur les documents douteux. Ensemble, nous avons dressé une première chronologie des transferts. La procuration avait été déposée pendant mon hospitalisation. 2 jours après, une opération, impossible que j'aie signé quoi que ce soit de conscient, pire encore. Et le transfert de propriété de ma maison avait été finalisé pendant ma convalescence sans que je sois jamais convoquée au bureau du notaire. J'ai gardé ces nouvelles pour moi, même à Agnès. Je ne disais pas tout. Elle avait déjà fait beaucoup en m'accueillant. Chaque soir, elle me préparait une soupe et moi, je lui laissais un petit flan ou des biscuits en retour. Une amitié tissée de silence et de regards complices. Un dimanche matin, j'ai décidé de retourner près de ma maison. Je voulais voir de mes propres yeux. Je portais une veste beige discrète, un foulard foncé, et je m'étais maquillée légèrement. Je ressemblais à n'importe quelle vieille dame en promenade, mais mon cœur battait comme un tambour. En arrivant au coin de la rue, je me suis arrêtée. Claire était là, dans mon jardin, en train de donner des ordres à un agent immobilier. Il discutait du prix de vente, du potentiel de valorisation. Elle riait, mon estomac s'est noué. J'ai levé mon téléphone à un appareil prépayé qu'Agnès m'avait prêté et j'ai pris des photos, les panneaux. À vendre, l'agent, Claire, des preuves, puis j'ai suivi l'agent discrètement jusqu'à son agence et j'ai noté son nom, son entreprise. Tout c'est là. Je l'ai transmis à Laurette, mon avocate. Le jour suivant, j'ai pris rendez-vous chez Maître Lefebvre. Il m'a reçu dans son bureau, encombré de dossiers, avec une grande tasse de thé au jasmin, ensemble, et nous avons passé en revue les signatures sur
les documents de transfert, celle-ci, c'est pas la vôtre. Mathilde. Et celle-ci, héros, rang, imité, le trait tremble, l'inclinaison est fausse. Il a convoqué un expert en graphologie. Pendant que les experts travaillaient, j'ai commencé à reconstruire un dossier personnel. J'ai fouillé dans mes vieux papiers, mes relevés bancaires, mes lettres, mes lettres. J'ai dressé une ligne du temps à la main sur une nappe en papier avec des flèches, des dates, des commentaires. J'y ai mis toute la précision que j'avais autrefois mise dans le tempérage du chocolat ou la cuisson des madeleines. Et c'est là que j'ai compris, pour contrer une trahison aussi soigneusement orchestrée, il fallait une réponse encore plus méticuleuse. Chaque soir, j'écrivais dans un petit carnet bleu mes pensées, mes souvenirs, mes décisions. C'était ma manière de ne pas me perdre dans le chaos. Un jour, en relisant une page, je suis tombée sur une phrase « Ma dignité n'est pas négociable ». J'ai souri. C'était la voix d'Henri, quelque part dans ma tête. Avec Laurette, nous avons déposé une plainte pour abus de faiblesse, faux et usage de faux et tentative d'escroquerie. Le dossier était lourd, mais solide. Nous avons aussi demandé une suspension immédiate de la vente du bien que le tribunal a accepté. La maison était gelée, Claire ne pouvait plus rien faire. Je n'ai pas crié victoire. Je savais que le plus dur restait à venir, l'audience. Mais cette première victoire silencieuse m'a redonné un souffle nouveau. J'ai recommencé à publier sur mon blog Pâtisserie Lumière, de simples recettes, mais avec un ton plus personnel. Quand tout semble perdu, préparer une brioche. Le pétrissage apaise les colères que les mots n'arrivent pas à dire. À ma grande surprise, les lecteurs sont revenus, des anciens élèves, des voices, même des inconnus, des femmes âgées qui m'écrivaient « Merci » de montrer qu'on peut encore se relever à 74 ans. C'est à ce moment-là que j'ai reçu une lettre manuscrite. Emily, ma petite fille, elle écrivait « Mamie, est-ce que je peux venir te voir? Papa dit que tu exagères, mais moi, j'ai besoin d'entendre ta version. » J'ai pleuré en silence. Puis j'ai écrit une réponse. Oui, ma chérie, viens, je t'attends avec des chouquettes. Le 3 février, à 9h précises, je suis entrée dans le tribunal de Bordeaux. Mes genoux tremblaient légèrement sous ma jupe grise, mais ma tête était droite, mon regard clair. Je portais l'écharpe en laine que Henri m'avait offerte pour nos 25 ans de mariage, usée aux extrémités, mais encore chaude, dans mon sac, bien rangée entre les papiers, se trouvait une feuille manuscrite, ma recette de tarte aux figues, écrite de ma main, il y a plus de 20 ans. Je ne savais pas encore si je la lirais à voix haute, mais elle me tenait lieu de talisman. Claire était déjà là, assise bien droite, vêtue d'un tailleur noir brillant. Elle chuchotait à l'oreille de son avocat. André n'était pas présent en déplacement professionnel. Ava est-il? Je n'ai même pas été surprise. Il avait toujours préféré fuir les tempêtes plutôt que d'y faire face. La juge, une femme aux cheveux gris, relevée en chignon, serrée, a appelé l'audience. Mon avocate, Maître Laurette Renaud, s'est levée calmement,
Sa voix était douce mais précise. Chaque mot tranchant comme une lame de cuisine bien affûtée. Elle a déroulé les faits, procuration signée sans témoin médical, vente de la maison enclenchée, sans consentement éclairé, transfert bancaire, suspect. À chaque point, elle présentait une pièce du puzzle d'Ashra Lavesh, des captures d'écran, des comparaisons de signatures, puis vint le moment crucial. L'expert graphologue fut appelé à la barre. Il expliqua comment la signature de la procuration différait de toutes celles que j'avais signées les 10 dernières années. Pression du stylo incohérente, courbe trop droite, inclinaison artificielle, claire, jusque-là impassible. C'est Raidit. Elle croisa les bras, détourna les yeux. L'avocat d'en face tenta bien de plaider la confusion, la fatigue, mais le juge l'interrompit. Madame Dubois était hospitalisée sous sédation. Vous appelez cela une signature valide? Quand ce fut à moi de parler, je me levai lentement. Mon cœur battait si fort que je crus un instant ne plus trouver ma voix. Puis j'ai regardé la juge. Puis le public, quelques journalistes locaux, des Voicings, même une vieille cliente de ma pâtisserie, j'ai dit votre honneur, j'ai passé ma vie à croire que l'amour rendait les gens meilleurs. J'ai élevé mon fils seul en lui donnant chaque part de gâteau que je n'avais pas mangé, en sacrifiant mes dimanches à la boutique pour qu'il ait un cartable neuf. Mais l'amour ne suffit pas, la confiance ne suffit pas. Il faut la justice. Donc, je sortis la feuille de mon sac et la tins bien haut. Ceci est ma recette de tarte aux figues. Elle a été copiée des dizaines de fois, mais aucune copie ne vaut l'original. Mon écriture, c'est mon identité, Monday Nom, ma maison. Ma vie, ils ne sont pas à vendre. Un silence lourde s'installa, puis la juge hocha la tête et déclara: la Cour reconnaît que Madame Claire Dubois a falsifié des documents en vue d'un transfert de propriété illégale. Le bien est restitué à Madame Marguerite Dubois. La vente est annulée. Madame Claire Dubois est condamnée à verser des dommages et intérêts, à rembourser les sommes détournées et à présenter des excuses publiques. Jesentis mes jambes faiblir. Laurette me soutint discrètement par le bras. Claire, elle, restait figée, le regard vidé, quand la juge demanda si elle souhaitait s'exprimer. Elle s'est contente de dire « Mon avocat fera appel ». Mais le mal était fait et surtout le droit était dit à la sortie. Émilie m'attendait, elle m'enlaça sans dire un mot. Des larmes coulaient sur ses joues, chaudes, sincères. « Pardon, mamie, murmura-t-elle. » Je lui caressai l'esquiveux. « C'est pas toi qui dois me demander pardon, ma chérie. Nous sommes rentrés ensemble chez Agnès. Ce soir-là, j'ai fait un gratin dauphinois et des madeleines au citron. Émilie m'a aidé à couper les pommes de terre, à battre les œufs. Je lui ai montré comment beurrer les moules sans en mettre trop. Le four à chauffer doucement. Et j'ai senti, pour la première fois depuis longtemps, que mon foyer existait encore, même s'il avait changé d'adresse. Le lendemain, j'ai reçu une lettre recommandée, André, une lettre courte
maladroite. Il disait que Claire l'avait convaincu que tout était légal, qu'il n'avait pas voulu m'abandonner. Quil regrettait. Il me demandait s'il pouvait venir parler. Je ne répondis pas tout de suite, mais je gardais la lettre, pas pour lui pardonner, pour me rappeler que, même trahi, je restais debout. J'ai rouvert la porte de ma maison, matin de mars, sous un ciel pâle traversé d'hirondelles. Tous sentaient le renfermé et la peinture fraîche. Claire avait tout vidé, les rideaux, les photos des familles, même les torchons brodés par ma grand-mère. Il ne restait qu'un vieux fauteuil, celui de Henry, poussé contre le mur du salon, comme s'il attendait mon retour. Je n'ai pas pleuré. J'ai enlevé mon manteau, ouvert les fenêtres et respiré l'air du printemps. Puis j'ai roulé mes manches, sorti une selle, une brosse, et j'ai commencé à laver. Le parquet craquait sous mes pas, comme pour me dire « Bienvenue chez toi ». Marguerite, les premiers jours, je n'ai fait que ça. Une flotte trier, réorganisée, chaque meuble ramené du grenier, chaque cadre retrouvé dans une caisse avait son poids de souvenirs. En nettoyant la vitre de la grande horloge, j'ai retrouvé derrière une enveloppe une recette manuscrite de Henri. Pas d'épices de Noël, avec en bas « Pour quant tu seras seuli », ma douce. Je me suis assise là, par terre, la feuille entre les mains, et j'ai souri. La semaine suivante, Émilie est revenue, cette fois avec son petit frère Benoît. Ils avaient l'air gênés, des sacs à dos sur les épaules et des fleurs à la main. On voulait aider. Mamie a dit Benoît, en posant timidement un pot de lavande sur le rebord de la fenêtre. Je leur ai proposé de m'aider à remettre le jardin en état. On a bêché, planté des graines de basilic, repiqué des tomates. Émilie a pris des photos et a proposé de créer un site internet pour partager mes recettes. Tu pourrais même avoir une chaîne YouTube. Mamie, Jairi. Mais le soir même, je l'ai laissé m'installer un petit blog, Pâtisserie Lumière. Le retour, les messages ont afflué d'anciennes clientes, des voiciness, même une Américaine qui avait goûté mes financiers lors d'un séjour à Bordeaux. Elle me demandait des conseils, des anecdotes, des cours en ligne. Alors, une idée a germé. J'ai parlé avec le centre social du quartier, puis avec la paroisse. 3 semaines plus tard, j'ouvrais ma cuisine à 5 femmes, toutes de plus de 60 ans, toutes isolées d'une manière ou d'une autre. Certaines avaient été mises à l'écart par leurs enfants, d'autres s'en remettaient d'un deuil, d'une séparation. On s'est appelé les douces résistantes. On ne faisait pas que des gâteaux. On parlait de nos vies, on riait, on partageait des silences lourds. Une d'entre elles, Janine, m'a dit un jour « Marguerite, tu nous rends notre dignité, une brioche à la fois. » J'ai reçu une autre lettre d'André. Il s'excusait à nouveau, disait qu'il suivait une thérapie, qu'il regrettait d'avoir laissé Claire manipuler la situation. Il voulait me voir, même 5 minutes. Je ne savais pas quoi répondre. Je n'avais pas de haine, juste une immense fatigue. Alors, j'ai placé sa lettre dans ma vieille boîte à recettes à côté de celle de Henri, parce que certaines douleurs, comme certaines pâtes, ont besoin de reposer avant d'être travaillées. Un jour,
En marchant au marché Saint-Michel, une femme m'a arrêtée. « Vous êtes Marguerite Dubois, celle de la tarte aux figues ?» Je lui ai répondu oui, un peu surprise. Elle m'a pris les mains. « Merci pour votre histoire. Vous m'avez donné le courage de quitter mon fils. Il voulait me faire interner pour vendre ma maison. » Je suis rentrée chez moi ce soir-là, bouleversée. Je me suis assise dans la cuisine devant une pile de biscuits au beurre et j'ai comprise, ma revanche n'était pas dans la punition d'André ou la restitution de ma maison. Elle était là, dans ses graines, semées en silence, dans chaque femme qui, grâce à mon histoire, refusait de disparaître. Les dimanches suivantes, j'ai invité Émilie et Benoît à déjeuner. On a cuisiné ensemble, parlé de l'école, du futur, du passé aussi. Puis ils sont partis et je suis restée seule. Moi, c'est pas vide. J'ai pris mon carnet et écrit cette phrase sur la première page. Ce que le sang ne protège pas, la mémoire peut le réparer. Chaque matin, je commence ma journée avec un espresso bien chaud, un macaron à la framboise fait maison et le vieux poste radio de Henri qui grésille doucement sur une sonate de Schubert. Il y a une paix dans cette routine, une lenteur choisie qui me rappelle que je suis encore ici, encore debaut, encore capable d'aimer la vie. J'ai 74 ans, on m'a volé ma maison, trai ma confiance, tenté de m'effacer, mais j'ai reconstruit pas seulement des murs ou des recettes, mais un espace de dignité